Et nous nous retrouvons pour cette plénière, ultime plénière cet après-midi pour traiter de l'actualité politique avec nos parlementaires, avec un sujet phare, le projet de loi de finances pour 2024, puisqu'il vient d'être présenté et on va faire réagir les parlementaires sur le sujet. Et je les accueille tout de suite. J'accueille Lionel Cos, député Renaissance des Landes, président du Conseil national de l'habitat, le CNH. François Jolivet, député Horizon de l'Indre, Cyrielle Châtelain, députée de l'Isère, présidente du groupe écologiste. Bonjour et bienvenue, installez-vous. J'accueille également William Martinet, député La France Insoumise des Yvelines, et Boris Palot, député des Landes, président du groupe socialiste et apparenté. Venez par ici, installez-vous. Vous avez les micros, vous avez tout ce qu'il faut. Et je vous laisse vous installer. Alors, si tout le monde est bien installé, bien là, j'avais envie de vous proposer deux temps. Et le premier temps, ça serait un peu une réaction au contexte actuel. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites pendant ce congrès sur le logement, l'état actuel, la situation, la crise, hein, on peut dire, du logement, les besoins en logement. Et voilà, j'ai envie de vous faire réagir déjà dans un premier temps sur le contexte global. Je commence par vous, Lionel Cos. Il y a eu notamment une étude qui a été présentée sur les besoins en logement, les besoins en logements sociaux, qui a été commanditée par l'Union sociale pour l'habitat. Voilà, j'avais envie de vous faire réagir là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous vous situez par rapport à ce contexte global, puisque quelque part, votre mouvement est aux commandes? Très bien, écoutez, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Alors, nous sommes tous des élus, donc je crois que nous ferons tous le même constat, que nous sommes tous interpellés pour des situations, des problématiques de logement. Alors, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais je veux dire, la situation, en tout cas, le nombre de sollicitations que nous pouvons avoir dans nos permanences augmente. Donc, ce constat, il est partagé. Et aujourd'hui, ce qui est très compliqué, c'est que nous sommes en difficulté sur la totalité de types de logements. J'étais maire avant d'être député, c'est vrai qu'on venait me voir régulièrement pour des logements sociaux, des logements abordables, on va dire de façon globale. Aujourd'hui, je veux dire, toutes les catégories de la population sont en difficulté, oui. Même des cadres d'entreprise qui voudraient venir sur mon territoire se loger, que ce soit en location ou en acquisition. C'est très difficile. L'offre manque, l'offre est complètement bloquée parce que nous avons un contexte national qui est difficile. Nous sommes effectivement dans une phase avec peut-être des changements de paradigme, des changements de modèle sur le logement, mais qui ne sont pas encore, il faut le reconnaître, complètement définis, et une situation aujourd'hui qui est très difficile. Donc sortie du Pinel, des baisses sur le PTZ, effectivement les bailleurs sociaux aussi qui sont en difficulté en ce qui concerne l'investissement, en ce qui concerne la rénovation. Donc tout ce contexte fait que la chaîne du logement, par de l'hébergement d'urgence, on va dire, sortir les gens déjà de la rue pour ceux qui aujourd'hui se retrouvent jusqu'au logement libre. Il n'y a plus de parcours résidentiel et on ne peut plus basculer d'un type de logement à l'autre. Donc résultat, les gens restent sur le logement dans lequel ils sont quand ils ont la possibilité d'en avoir un, qui n'est pas forcément adapté à leur situation, que ce soit une situation financière, situation familiale, puisque nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés, effectivement, sur les compositions des familles, mais aussi situation physique pour les personnes porteuses de handicap. Voilà, donc nous avons le système aujourd'hui qui est bloqué, c'est bien ce qui est présenté dans le rapport du SH, pour revenir sur la question du rapport, et je crois, il faut se dire les choses, que nous devons rapidement crever ce que j'appelle crever l'abcès, combien de logements et quel type de logement nous devons construire dans notre pays. Aujourd'hui, pour voir de nombreux acteurs, on va prendre l'étude de l'USH qui est très argumentée et qui repose sur des qui a le mérite d'exister, d'être là sérieuses, qui a plus de 500 000 par an. Si vous allez dans certains cabinets ministériels, on va vous annoncer que 250 000, c'est largement suffisant. On voit bien qu'il y a une différence entre plus de 500 000 et 250 000. Donc je crois qu'il est urgent aujourd'hui que vraiment on partage la typologie, le nombre de constructions de logements qu'il nous faut dans notre pays, alors bien sûr par territoire, par type, etc. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'unanimité en tout cas sur cette donnée-là. Donc je pense que ce serait déjà la première des choses à obtenir. Donc déjà d'avoir une vision claire sur... Claire et partagée. Claire et partagée, parce que si on ne partage pas ce que l'on veut faire,
Derrière, on a des situations peut-être de blocage, voilà, où tout le monde se regarde et on n'arrive pas à mettre en place, en tout cas, les mesures, les accompagnements nécessaires pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc je crois qu'il est indispensable que nous ayons des objectifs partagés avec tous les acteurs du logement. D'accord, des objectifs partagés. François Jolivet, on voit qu'il y a cette question-là de savoir combien de logements sont nécessaires, à la fois logement social. Il y a aussi la capacité des ménages à investir dans le logement, parce qu'on sait que c'est aussi un peu bloqué. Qu'est-ce qu'on peut en dire de la situation actuelle? Qu'est-ce que vous en retenez? D'abord, bonjour à toutes les familles HLM. J'ai l'impression d'être un peu chez moi quand je suis dans un congrès HLM, donc vous me pardonnerez cette liberté. Pour répondre à votre question, madame, de manière très précise, en fait, on a une crise de l'offre, une crise de la demande. Tout à fait. On avait été dopé, biberonné au taux d'emprunt à des montants ou des taux très faibles, et on s'aperçoit que personne n'avait prévu leur remontée, quelle que soit la nature et la qualité des experts qui travaillaient sur ces sujets. Donc, comme le disait très bien Lionel, moi j'ai le sentiment aujourd'hui qu'on vit, et ça c'est indiscutable, une crise nationale du financement du logement, que ce soit le logement social ou le logement libre, et que par ailleurs nous devons nous mettre au point et tous d'accord sur ce que je baptise moi la crise territoriale de l'habitat et la crise du parcours résidentiel de l'habitant. Je ne sais pas si le ministre, doit y avoir des gens qui sont du ministère ici, me pardonneront ma liberté de peau, le ministère du logement, mais quand on est en administration centrale et qu'on veut connaître le marché du logement d'une ville en France ou d'une métropole, bien sûr qu'on peut appeler peut-être la personne idoine de la direction départementale des territoires, mais que vraisemblablement il vaut mieux appeler le patron du service habitat de la métropole ou de l'Interco, pour avoir des données précises. Et donc aujourd'hui, moi j'ai une inquiétude de très grande actualité. C'est Lancols qui disait cette chose. 52% de la production du logement social est aujourd'hui assurée en VFA, donc par des promoteurs. Alors soit les promoteurs travaillent à 100% parfois pour le bailleur, soit ils sont dans des opérations complexes. Et donc, comme les intercommunalités fixent le prix maximum qu'ils peuvent vendre aux organismes HLM pour des raisons d'équilibre économique, eh bien, ils se rattrapent sur les autres. Sauf que s'ils n'ont pas les autres, c'est-à-dire les accédants à la propriété, eh bien, ils vont planter l'opération. Et ils vont se planter eux. Et moi, j'étais un dirigeant HLM, donc je voyais toujours la promotion immobilière comme étant un concurrent en maîtrise d'ouvrage, mais force est de constater que ça a permis de se faire sortir des opérations et d'amener du logement social dans des endroits où il n'y avait pas. Et donc je crois que l'urgence, d'une part, c'est de résoudre cette problématique qui les concerne, parce que s'ils maigrissent ou disparaissent, je parle en nombre, eh bien on risque d'avoir une production de logement social très affaiblie. Et il faut se mettre d'accord aussi tous ensemble sur ce qu'on veut mettre comme argent public dans l'accompagnement du logement social. Parce que, quoi qu'on en dise, ça ne rapporte pas au bailleur HLM. Il est là pour apporter la meilleure qualité de service à ses locataires, mais dans les contraintes financières et économiques qui sont les siennes. Et par ailleurs, on ne peut pas lui demander de construire ou d'acheter 120 000 ou 130 000 logements neufs HLM, et par ailleurs de lui dire d'isoler son patrimoine à échéance 2030-2050. Donc il y a des équations économiques parfois qui sont impossibles. Et alors je crois savoir qu'une convention se prépare ici, qu'il y a des solutions qui sont en train de se trouver, mais je pense qu'il faudra que tous les acteurs du logement se mettent autour d'une table pour en parler. Et là, je vais faire du mal à la famille de l'immobilier en disant ça. Moi, je suis ravi que ça redevienne un sujet politique parce qu'on a eu des élections municipales, des élections présidentielles, des élections législatives où le logement n'a jamais été un sujet dans les campagnes électorales. Eh bien, je pense qu'il faut que ça le revienne et que tout le monde prenne sa part de la conversation et que ce soit un enjeu politique sans doute, mais c'est surtout apporter le meilleur confort et une meilleure qualité de service à des gens qui formulent une demande de logement social, donc à plafond de loyer et avec des ressources réglementées. Donc de l'argent public, faire attention aux injonctions contradictoires aussi. Ah ben oui, vous savez, cette famille qui est devant moi aujourd'hui, elle ne fait que de vivre des injonctions contradictoires, donc elle voudrait bien aussi un peu de durée. Voilà. Alors Cyrielle Châtelain, justement, sur cette idée d'équilibre, parce qu'au
au niveau du groupe écologiste, hein, il y a peut-être de la prudence vis-à-vis de la construction, forcément. Justement, vous allez nous expliquer ça. Comment on crée l'équilibre entre construction neuve, rénovation? Comment vous voyez les choses par rapport à la crise actuelle qui a été déjà décrite et qu'on vit au niveau du logement, qui revient sur le devant de la scène? Déjà, bonjour à tous. Mettez bien oui, sur bonjour. votre voilà, Merci. super. Déjà, bonjour à tous et à tous. Non, il n'y a pas d'équipe. Le groupe écologiste, mais comme l'ensemble des élus écologistes, prennent très à cœur la question du logement et la question de la construction. Après, on a deux sujets. Il faut qu'on trouve effectivement, il faut qu'on construise. Il faut qu'on construise des logements de qualité et pour ça, on doit le faire sans grignoter des terres et des terres agricoles et des terres naturelles. Donc la première chose, c'est quand même, la rénovation. On sait qu'il y a eu aujourd'hui, hier, des annonces des 1,2 milliard, mais c'est-à-dire 400 millions d'euros annuels. On a un rapport rendu par deux de mes collègues, Julie Laernos, députée écologiste de Loire-Atlantique, et Marjolaine Meillet-Millefer, députée de l'Isère LREM, qui dit en fait, ceux qui sont prêts, ce sont les bailleurs. En fait, si on veut aller très vite, ils sont déjà prêts à agir. En fait, ils sont déjà prêts. Ils ont identifié leur parc, ils savent comment faire, ça peut aller extrêmement vite. Donc en fait, il faut mettre 1,5 milliard sur la table chaque année. C'est ça en fait dont on a besoin pour aller très vite sur la rénovation. C'est ce qui a été estimé dans une mission parlementaire sortie hier. Donc la question déjà, c'est comment on agit sur la qualité du bâti. Deux, c'est la question de la construction. Sur la question de la construction, c'est la qualité des constructions, l'identification du foncier. Parce qu'en fait, la question, je pense qu'elle n'est pas entre nous, on est dans un moment cataclysmique. Tout est au rouge. La production s'effondre, les demandes de logement social ne font qu'augmenter, le nombre de personnes à la rue augmente, le nombre de précarité énergétique augmente. Enfin, en fait, tout est au rouge. Et je pense que, et j'aurai un désaccord, c'est que je pense même qu'il y a toujours une déconnexion entre l'appréhension politique du sujet et l'ampleur de la crise. Je pense qu'on n'a pas encore pris politiquement et médiatiquement suffisamment conscience de la crise du logement qui est en train d'être vécue, notamment en termes de charges pour les locataires ou même de charges pour les propriétaires. Donc il y a une vraie question et je pense que là on est peut-être un peu tous des férus du logement. On a un enjeu de faire en sorte que ce débat qu'on a là aboutisse. On n'est pas d'accord sur tout, je pense qu'on le verra, mais sur des mesures transpartisanes. Il y a eu un CNR, il y a des propositions, notamment sur la question du foncier, qui est une question vitale, d'identifier justement ce foncier qui est déjà dans des zones urbaines qu'on peut artificialiser et comment on l'artificialise. Je pense qu'il faut qu'on y aille. Après, il faut le dire, moi j'ai aussi l'impression, on va faire du transpartisan, c'est indispensable, mais ce ne sera pas suffisant. Il faut qu'on ait un ministère du logement qui est une vision politique. Vous l'avez dit, en fait, on a l'impression que c'est des injonctions contradictoires constantes. On a besoin d'un ministère qui a une vision extrêmement claire et qui prend en compte 3 aspects de la politique du logement. La première, c'est que c'est quand même une question profondément individuelle. C'est-à-dire que oui, il y a la question de... son logement, c'est la première de ses sécurités, c'est l'espace où on reçoit ses amis, c'est l'espace où on a de l'intimité. Donc il y a une question profondément personnelle pour tous les Français sur cette question. Donc ça ne peut pas être évacué. C'est sans doute la première chose à prendre en compte. Les aspirations des Français. La deuxième chose, la question du capital. On est dans une période où on a une reconcentration du capital qui est énorme. Les 10% des Français les plus fortunés détiennent un patrimoine moyen de 1,1 million d'euros. Si on prend les 50% les moins fortunés, ils sont à 20 000 euros de patrimoine. Et en fait, c'est des inégalités qui deviennent absolument insupportables. C'est une bombe sociale. Et donc une politique du logement ne peut pas être une politique qui contribue à augmenter cette concentration du patrimoine. Ça doit être une politique qui permet à l'inverse de les réduire. Et pour ça, c'est-à-dire qu'il faut arrêter la ségrégation spatiale. C'est-à-dire qu'il faut avoir une politique qui, oui, va mettre de la mixité sociale dans ce qu'on considère être des ghettos de pauvres, mais il va falloir mettre de la mixité sociale dans les ghettos de riches aussi. C'est-à-dire que généralement, on ne traite qu'un aspect de la question. D'où la question de la maîtrise du foncier, du prix de sortie du logement, de l'acceptation du logement social. Il faut être extrêmement clair sur ce sujet-là. Et le dernier, je l'ai dit, c'est-à-dire qu'il faut agir sur la construction, il faut agir sur la rénovation. On sait que c'est de qualité. On a 95% du parc au total qui va devoir être rénové. C'est le secteur du bâtiment, c'est 18% des émissions de gaz à effet de serre. On a un aspect environnemental dans cette politique du logement qui est indispensable. Donc en fait, il faut qu'on ait une vision politique très claire sur ces 3 choses. Je finis juste, pour le moment, les signaux envoyés sont quand même extrêmement inquiétants. Premier mandat d'Emmanuel Macron, on s'en prend aux bailleurs, c'est la RLS. Deuxième mandat, la première loi, c'est une loi qui s'en prend aux locataires avec une loi démagogique dite anti-squat. Je pense qu'il faut absolument sortir de ces politiques. Sinon, de toute façon, on n'y arrivera pas. Merci.
Alors, je saute votre tour, et j'y reviens. Boris Vallaud, une réaction sur ça. Est-ce que vous partagez ce constat? Déjà, est-ce que vous partagez voilà, la nécessité d'à la fois construire et rénover en parallèle? Ça paraît cohérent. Et puis surtout sur cette idée qu'on semble aboutir à un constat partagé, mais quand est-ce qu'il y a l'impulsion politique qui permet à la fois une action transpartisane, hein, comme disait Cyrielle Châtelain, et puis surtout une action, une visibilité sur où on va sur ce sujet du logement qui reste un peu à la traîne. Même si là, pour le coup, au Congrès, il y a beaucoup été question de tous ces points-là. Bon, d'abord, vous remercier pour votre invitation, en me désolant finalement qu'on ait ce débat là, aujourd'hui, maintenant, parce que la réalité, ça a été dit, et si nous faisons un constat partagé, tant mieux, c'est que l'alarme est quand même déjà ancienne. Nous nous souvenons, septembre 2017, le président de la République nous annonce un choc d'offres. Et puis finalement, très vite, nous nous rendons compte que nous avons un contre-choc d'offres. Que à la fois la paupérisation des locataires à travers la baisse des APL, la paupérisation des bailleurs sociaux à travers la RLS, à travers l'augmentation de la TVA, à travers un certain nombre de mesures qui ont été extrêmement défavorables, eh bien, produisent ce que nous devions en attendre en vérité. C'est la chute du nombre des constructions de logements sociaux. Et ça, c'est absolument dramatique. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit Cyrielle. On voit bien les 2,4 millions de demandeurs de logement social. On voit bien qu'il n'y a plus de mobilité dans le logement social. À Paris, je crois que c'est 5% de turnover, ce qui est absolument dérisoire. Il y a cette espèce de tension, de contradiction dans laquelle sont pris les bailleurs qui n'ont plus suffisamment d'argent. Est-ce qu'il faut construire alors que le besoin augmente, ou est-ce qu'il faut rénover? En réalité, vous avez raison, il faut l'un et l'autre. Mais si ça va mal pour les bailleurs sociaux, c'est parce que ça va aussi très mal dans le secteur privé. Et quand je vois à la fois Emmanuel Cos et Véronique Bédag venir se pendre au lustre du ministère en disant « ça ne va pas », je me dis qu'en effet, ça ne va pas. Les premières annonces faites au titre du PLF 2024, franchement, relèvent du déni. Ce n'est pas avec les mesures qui sont annoncées qu'on va inverser la tendance. On sait bien qu'il y a des difficultés qui sont structurelles, qu'on a un modèle qui a transformé à bien des égards le logement en produit spéculatif. Et il doit y avoir une réflexion sur la fin des Pinel divers et variés ou de ces mesures-là. Bien sûr, on sait qu'on a une question structurelle sur la part qu'occupe le prix du foncier dans le prix de la construction et qu'il faut dissocier l'un et l'autre, en particulier pour les bailleurs sociaux. Mais si nous n'avons pas d'aide publique supplémentaire, si les pouvoirs publics se contentent de faire, j'allais dire, de la tuyauterie, c'est-à-dire on pique un peu à l'ANA, on pique un peu à l'Action Logement, et finalement il n'y a jamais de crédit budgétaire, ou pas suffisamment, eh bien nous allons nous enfoncer dans une crise qui sera une crise du logement, mais qui est une crise économique avec des dizaines de milliers d'emplois menacés, une crise sociale parce qu'on sait le lien patent quand on est dans une passoire énergétique entre la santé, la réussite scolaire et la qualité du logement. Et on est dans une crise environnementale. Vous avez évoqué la question de la rénovation. Oui, les bailleurs sont les plus près. Et on a besoin de mettre de l'argent public, de l'argent en subvention sur cette question-là. Et s'agissant du logement privé, il faut quand même qu'on fasse aussi le constat que ça coûte très cher pour un gain social et environnemental très modeste. Quand vous avez seulement 7,5% des rénovations thermiques qui permettent un gain significatif en termes d'économie d'énergie, qu'il n'y a pas de saut d'étiquette ou quasiment pas, en fait, c'est un échec. Donc il ne faut pas seulement remettre de l'argent, mais il faut revoir de fond en comble le système. Donc c'est l'alarme, et je me désole finalement que nous en soyons là à certains égards, parce que tout était écrit depuis longtemps, et je crois que beaucoup ici en ont été les porte-paroles. Merci beaucoup. William Martinet, quel constat? Donc là, déjà, beaucoup de choses ont été dites, mais si on se focalise aussi sur le logement social, sur le rôle de l'État peut-être dans ce domaine, vous avez des alertes, il faut faire attention à ce qu'on ne soit pas vraiment dans un autre modèle et de veiller à ce que ce logement social soit toujours à la main de l'État pour avoir une certaine équité territoriale. Expliquez-nous un petit peu votre point de vue. Alors tout d'abord, merci pour l'invitation. Et quelques mots d'analyse sur la crise que nous vivons. Parce que de cette analyse procèdent les solutions politiques que nous souhaitons mettre en avant. Cette crise du logement, elle s'aggrave de deux façons, à la fois de par son intensité, mais aussi de par sa nature. Pour ce qui est de l'intensité de la crise, je rappelle que nous avons en cette rentrée le triste record, l'abominable record du nombre d'enfants qui dorment à la rue. Oui. Les associations nous disent qu'ils sont au moins plus de 2000,
dont beaucoup d'enfants en bas âge. Et c'est une expression de cette crise du logement, car comme ça a été dit avant, le logement, c'est une longue chaîne et quand ça déraille à un endroit, ça déraille partout. Et ceux qui sont les plus vulnérables, les plus précaires, sont exposés à la violence sociale la plus forte et notamment le sans-abrisme des enfants. Toujours sur l'intensité de cette crise, je vais prendre un autre sujet, le terrible problème que représente le logement pour le pouvoir d'achat. Parce qu'on parle beaucoup, à juste titre, d'inflation, mais quelle est la dépense obligatoire la plus importante dans le budget des Français qui a beaucoup augmenté ces derniers mois ou ces dernières années? C'est le sujet du logement, notamment du fait de décisions politiques, puisque je rappelle que la majorité présidentielle a décidé 2 années de suite de fixer un IRL à plus 3,5%, ce qui fait que depuis l'année dernière, c'est quasiment un 13e mois de loyer que les locataires doivent payer. Et il faut ajouter à ça le grave problème de l'augmentation des charges à cause des prix de l'énergie. Moi, je vous fais une confidence, jeune député, quand au mois de juin, je me balade sur ma circonscription, j'ai un locataire HLM qui vient de me voir et me dit « Monsieur le député, mes charges vont augmenter de 150 € par mois ». Je pense qu'il se trompe, qu'il parle d'un rappel de charge, oui. Ce qui est déjà beaucoup, 150 € par mois. Je lui dis de m'amener le courrier du bailleur. C'était bien ça, c'est bien 150 € tous les mois qui doivent être payés. Et là aussi, il y a, je pense, un problème d'inaction politique de refuser les prix de l'énergie. Là, je parlais donc de l'intensité de la crise. Mais ce qui est important, c'est aussi le changement de nature de la crise. Car maintenant, cette crise concerne également des acteurs économiques. Multipropriétaires, promoteurs, secteur du BTP. C'est également ces acteurs qui sont en difficulté. Et on arrive à une situation où une partie d'entre eux, qui jusqu'à présent profitaient d'une certaine façon de la crise du logement, parce que quand les prix augmentent, ça satisfait les multipropriétaires, ça satisfait les promoteurs, et bien aujourd'hui, eux aussi se retrouvent en difficulté du fait notamment de l'augmentation des taux. Alors moi, je dis une chose là-dessus, tout ce secteur économique appelle beaucoup à l'aide les pouvoirs publics, et ils ont raison. Et il faudra sauver ce secteur, mais par contre, attention, pas pour que le business reprenne comme avant, parce qu'il va y avoir des changements à faire. Oui, il faut sauver le secteur, mais en intégrant des questions politiques essentielles, la question du partage du patrimoine, qui est beaucoup trop concentré dans ce pays et les politiques publiques doivent amener à mieux le distribuer. La question de la transition écologique, parce que tout le secteur, et notamment le BTP, doit être restructuré sur cette question. Et la question sociale, il nous faut du logement qui soit abordable. Et pour finir, moi, je dirais une chose, on aura peut-être plus le temps de parler des propositions tout à l'heure. Oui. Moi, ma conviction profonde, c'est que ce qui se passe aujourd'hui est le résultat d'une marche effrénée de la financiarisation du logement, qu'il faut maintenant prendre une direction opposée et que le cœur de la solution à cette crise, c'est le retour de l'État. Il faut un retour de l'État pour réguler, pour contrôler et pour investir, notamment dans le logement social. J'espère qu'on pourra en reparler tout à l'heure. Eh bien, je vous propose d'en reparler tout de suite, de démarrer un deuxième temps de nos échanges, justement sur les propositions. Donc, on a le projet de loi de finances, et vous en avez déjà parlé, notamment Boris Vallaud, sur la table, avec des propositions qui sont les propositions ce qu'elles sont. Il y aura probablement des amendements à ce projet de loi. Je vous laisse la parole, William, pour réagir justement sur votre lancée et après ce constat sur quelle perspective donne ce projet de loi de finances. Qu'est-ce que vous aimeriez voir en plus et qu'est-ce que vous avez envie de porter en plus en termes d'amendements ou de modifications sur ce PLF, projet de loi de finances 2024 sur tout ce qui concerne le logement. Alors d'abord dire que depuis 2017, quelle a été la cohérence des politiques publiques qui ont été menées? Il s'agit de couper le robinet de la dépense publique. Cyrielle l'a très bien dit tout à l'heure en évoquant depuis 2017 les mesures qui ont été prises à l'encontre des bailleurs, RLS, TVA, enfin vous connaissez tout ça mieux que moi. Et là, avec les annonces du CNR Logement d'il y a quelques mois, finalement, c'est un autre plan d'austérité qui a été annoncé, cette fois sur des dispositifs fiscaux comme le Pinel, comme le prêt à taux zéro, etc. La cohérence, c'est de réduire les dépenses publiques, et notamment à l'encontre du monde HLM. Alors nous, le point de départ et les propositions que nous voulons formuler, c'est de se dire que pour un bailleur social, il faut un modèle économique, que vu les données économiques qui existent, les bailleurs sociaux ne peuvent pas répondre aux besoins en termes de production et en termes de rénovation. Si on s'appuie sur l'étude qui a été faite par la Banque des Territoires, si je me souviens bien des chiffres, on est dans les années qui viennent à un horizon de 66 000 productions et 80 000 rénovations. Ça ne répond pas aux besoins. Ça ne répond pas aux besoins sociaux, ça ne répond pas aux besoins écologiques. Moi, je suis pour une politique, pour un gouvernement par les besoins. C'est d'abord fixer les objectifs sociaux et écologiques et ensuite, on s'en donne les moyens. Donc, il faudra faire un investissement massif, surtout dans une période de crise comme nous avons aujourd'hui, au moment où le marché
fonctionne mal. Au moment où le marché n'arrive pas à allouer les ressources de façon pertinente, ce qui est l'idéologie libérale sur le rôle du marché. Eh bien, il faut une politique contracyclique, il faut une intervention de l'État. Et quel est aujourd'hui pour l'État le meilleur partenaire, le meilleur outil pour pouvoir mener cette politique contracyclique? C'est bien évidemment les bailleurs sociaux. Alors, certes, ça ne résume pas tout, mais ça en dit beaucoup. Il faut cet investissement financier à direction des bailleurs. J'ai envie de faire réagir Lionel Causse. Comment on fait cet équilibre entre essayer quand même de se serrer la ceinture parce qu'on sait qu'il y a des questions de dette et de taux d'intérêt qui augmentent et que la dette nous coûte très cher, et en même temps donner cette impulsion qui semble nécessaire sur le logement? Est-ce que les mesures qui sont intégrées au projet de loi de finances 2024 sont suffisantes? Alors, tout d'abord, je crois qu'il faut admettre que le logement, ça peut avoir un coût, mais il y a beaucoup de recettes. Et qu'aujourd'hui, que ce soit l'État et les collectivités territoriales, sont beaucoup plus bénéficiaires que ce que ça ne leur coûte au final. Donc je crois que c'est quelque chose qu'il faut rappeler en permanence, parce que si on aborde nos débats à l'Assemblée nationale en se disant que ça n'a qu'un coût et il n'y a jamais de recettes derrière, non, il y a des recettes. Alors il y a des recettes bien sûr financières, mais il y a des recettes dans la société. Parce que le fait d'avoir des réponses en matière de logement et d'habitat pour les Françaises et les Français, c'est quand même une de nos priorités. Ça ouvre des perspectives, ça revient au débat que l'on vient d'avoir à l'instant. Alors sur moi, les axes de travail, après beaucoup de débats, de concertations avec de nombreux acteurs, je serai très vigilant effectivement sur le plan logement d'abord 2, pour qu'ils puissent être accompagnés, pour effectivement lutter contre le sans-abrisme et faire en sorte que l'accompagnement soit nécessaire. Il y a quelques points déjà dans le PLF initial. Je pense qu'il faut qu'on aille plus loin sur le nombre de places d'hébergement d'urgence et qu'on les augmente. On était hier à l'Assemblée nationale avec tous les partenaires et les députés de tous les groupes d'ailleurs pour essayer de voir et porter des actions communes. Ensuite, sur le logement social. Je vous le dis, en plus c'est déposé, j'ai demandé la suppression de la RLS, parce que cette RLS qui a été mise en place en 2017, c'était de façon provisoire, c'était pour quelques années, et aujourd'hui, il est urgent de la stopper. Je crois que ça serait la poursuivre non seulement sur le plan financier pour les bailleurs sociaux, ça serait suicidaire, mais ce serait aussi une faute politique d'aller au-delà de ce qui était prévu au départ. Donc ça, c'est un axe sur lequel je vais travailler. Il faut travailler sur la TVA aussi, la baisse pour le logement social, que j'ai aussi déposer des amendements là-dessus pour relancer la dynamique. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, ça a été dit, les bailleurs sociaux, le nombre de constructions est insuffisant. Donc il faut qu'on accompagne les bailleurs sociaux pour qu'ils puissent investir, bien sûr dans la rénovation, mais aussi dans la construction, parce que si on suit le rapport du SH, il faut quasiment construire 200 000 logements sociaux par an. Aujourd'hui, on n'est même pas à la moitié. Donc on voit bien qu'il faut accompagner et qu'avec les capacités financières aujourd'hui des bailleurs sociaux, on ne peut pas y arriver. Donc il faut qu'on accompagne et derrière, je vous dis, ce sont des retombées directes en TVA, en droit de mutation, etc. Si on relance toute la machine du logement. Ensuite, je pense qu'il nous manque, avec l'arrêt du Pinel, un outil pour que la classe moyenne investisse pour la classe moyenne. Je m'entends. Quand je dis classe moyenne, je pense qu'il n'y a pas de mal à ce que des gens qui aujourd'hui mettent leur argent sur le livret A puissent aider, accompagner à investir dans des logements pour que derrière, des gens qui ont besoin de trouver une location puissent trouver une location avec, un loyer majoré. Aujourd'hui, le Pinel fait que nous n'avons plus cette offre de location à loyer majoré. C'est-à-dire que nous creusons l'écart entre ceux qui sont dans le logement social et ceux qui vont dans le libre. Non, on a besoin d'avoir cet amortisseur et de pouvoir créé ce parcours. Donc il faut qu'on réinvente, un outil autour de ce qui existait du Pinel pour que la classe moyenne investisse pour la classe moyenne. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Et le dernier axe sur lequel je travaille pas mal et j'ai souvent exprimé, c'est le foncier. Le foncier, ce nerf de la guerre. Il faut que nous donnons plus de moyens aux établissements publics fonciers. Il faut que nous inverser la fiscalité sur le foncier. Donc il y a des choses, je pense, qu'on aura en débat à l'Assemblée nationale, que ce soit en commission ou en séance, sur ces sujets-là. C'est important. Voilà en gros les axes sur lesquels je souhaite et j'ai envie de travailler dans le débat qui arrive à l'Assemblée. Oui, j'avais juste une question sur le Pinel. Donc on sait que il est critiqué, il est considéré comme pas assez efficace, mais est-ce que c'était le moment, justement, avec la crise qu'on vit, de le retirer parce que vous dites, finalement, il va falloir inventer quelque chose pour le remplacer, qui sera évidemment qui sera en évolution et j'imagine mieux ciblé, mais c'était un moment un peu critique. Vous l'avez dit, le Pinel n'était peut-être pas parfait, mais aujourd'hui, il était indispensable. Et c'est ça. Donc il nous faut un outil correspondant au Pinel, peut-être mieux ciblé, mieux mesuré, parce que, comme je dis, on avait 50 000 à 60 000 logements Pinel qui sortaient chaque année, qui permettaient à des gens qui cherchaient une location d'avoir un loyer majoré. Aujourd'hui, on ne l'a plus.
C'est-à-dire que cette offre-là, pour les gens qui ont du mal à accéder au logement social parce qu'on manque d'offres ou qui ne peuvent pas aller sur le marché libre, n'ont plus de solution. Donc c'était quand même un amortisseur où chaque année on rajoutait donc, des Pinel. Donc je pense que l'arrêter sans faire de propositions sur un nouvel outil pour que justement nous ayons ce logement intermédiaire est une erreur. On va sur le PTZ, l'accession c'est important, il faut l'accélérer, mais il faut vraiment qu'on relance la location intermédiaire avec, je dirais, à mon avis aussi s'appuyer sur des investissements des particuliers. D'accord, super. Cyrielle Châtelain, vous avez dit tout à l'heure, il faudrait, donc d'après le rapport parlementaire, 1,5 milliard par an pour la rénovation. Qu'est-ce que vous en pensez sur ce projet de loi de finances 2024 et au-delà de la rénovation? Qu'est-ce que vous considérez qu'il faudrait y ajouter pour qu'on soit dans une meilleure situation d'ici quelques années? Alors la première chose, c'est que c'est une première étape. Là, il y a 1,6 milliard d'euros sur la rénovation thermique. On aura, alors il faut voir, est-ce que c'est à l'intérieur de ces 1,6 milliard, est-ce que c'est en plus 400 millions pour un MaPrimeRénov' HLM? C'est le début, mais c'est insuffisant. Et surtout, il n'y a pas de visibilité. La question aujourd'hui, c'est, moi j'ai écouté Pierre Moscovici sur France Info qui disait quelque chose d'assez juste. Il disait, voilà, aujourd'hui le gouvernement se met dans une logique de désendettement. On peut avoir un débat politique. Moi je pense que la manière dont il désendette et cet aveuglement sur le désendettement se questionne, mais voilà, il dit, c'est la logique de désendettement. Il faut un désendettement de 7 milliards. Sur 16 milliards, il y a 3 milliards qui sont structurels. Le reste, c'est que du conjoncturel. C'est la fin du quoi qu'il en coûte. Donc l'année prochaine, il va falloir aller chercher 12 milliards d'économies supplémentaires s'il reste dans la trajectoire actuelle sur ce gouvernement. On a, et c'est la deuxième partie qui est importante, il y a des dépenses qui sont déjà en fait figées. La sécurité, la défense, principalement. Après, on a un petit peu sur la justice, un petit peu sur l'enseignement supérieur. Mais principalement, les deux gros postes de dépenses, défense, sécurité. Et ben moi, je pense que et notamment sur la rénovation thermique, il faut faire la même chose. C'est-à-dire on a des acteurs, on a une filière à structurer. On a des acteurs qui ont besoin d'avoir une visibilité. Il faut avoir une trajectoire pluriannuelle extrêmement claire. Parce que sinon, les 12 milliards qu'il va falloir aller chercher, il pourra aller les chercher dans la politique du logement et dans la politique de la rénovation. Et moi, ma crainte, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'on a ce budget-là, mais moi, c'est pour le budget suivant. Ce budget-là, déjà, il n'est pas suffisant. Mais le budget suivant, j'ai une vraie inquiétude. Donc ça, c'est la première chose. C'est vraiment extrêmement... il faut de la visibilité. Donc c'est inscrire ça dans une durée un peu plus longue. Il faut une loi de programmation, à minimum sur la rénovation thermique. Et il faut, je pense, effectivement, ça a été dit, un retour de l'État, du contrat cyclique, une visibilité à long terme entre l'État et les bailleurs, avec des engagements beaucoup plus longs. Parce qu'on sait que quand on investit dans le logement, ce sont des engagements sur le temps long. Donc ça, c'est la première chose. Il faut de la visibilité. La deuxième chose, c'est, alors nous, on l'a demandé à plusieurs reprises, on sera absolument en soutien. La fin de la RLS, on le demande depuis sa création. On sera bien sûr en soutien sur le retour à la TVA à 5,5, bien évidemment. Après, il y a une question, moi je pense que le Pinel, effectivement, ne fonctionnait pas. Et la question, c'est où est-ce qu'on met l'argent public? Si on veut faire du logement accessible, eh bien, en fait, on finance les bailleurs sociaux. Parce que la question, c'est quel est le contrôle derrière? Comment on va s'assurer que les loyers sont bien limités? Aujourd'hui, on est quand même dans un système où les propriétaires ont en fait un niveau de patrimoine, enfin, une richesse 8,6 fois plus élevée que les locataires. Si on prend l'exemple de Lyon, et d'ailleurs vous parliez des écologistes, je salue la métropole de Lyon qui a fait un plan d'urgence sur les acteurs du logement à hauteur de 10 millions d'euros, donc pour montrer qu'on est extrêmement allant. Lyon aujourd'hui, si on prend l'ensemble des propriétaires, il y a 20% des propriétaires qui ne sont propriétaires que de leur résidence principale. Et 79% qui ont moins de logements. C'est-à-dire qu'en fait, on a des multipropriétaires. Donc il y a une vraie question sur cette concentration du patrimoine, et c'est des dispositifs qui en fait ont aidé les promoteurs et qui ont aidé cette concentration du patrimoine. Donc il y a une question d'aide à l'accession à la propriété. Il faut parler du BRS, il faut parler de ce parcours résidentiel. Mais attention à ne pas continuer en fait, à enrichir un patrimoine qui est déjà constitué. Donc on va aussi proposer de nombreuses choses sur cette question du patrimoine et de la contribution. Je voudrais finir, la question c'est qui paye. Pourquoi est-ce que je dresse ce tableau-là? C'est déjà pour rappeler en fait quelle est la réalité de la propriété, la question c'est qui paye. Et donc moi aujourd'hui j'ai l'impression que quand en fait on donne de l'argent public pour aider à finalement les plus riches, parce qu'aujourd'hui c'est eux qui ont accès à la propriété, à être propriétaires, et bien en fait c'est
et en n'aidant pas les bailleurs sociaux, et bien en fait, c'est les locataires du HLM qui payent. Parce qu'en fait, quand on fait des prêts aux bailleurs sociaux, qui c'est qui les rembourse? C'est les locataires du parc HLM. Donc on a quand même une politique du logement où ce sont les ménages les plus modestes, ceux qui ont le moins de patrimoine, ceux qui ont moins de revenus, qui payent pour qu'on fasse des aides aux plus riches. Donc en fait, le Pinel, moi je pense que c'est une bonne chose qu'on l'arrête. N'inventons pas un nouveau Pinel. À l'inverse, il faut aller chercher des revenus là où il y a une concentration du patrimoine et remettre de l'argent public là où on a besoin, donc c'est-à-dire sur du bailleur social ou pour avoir de l'accession sociale à la propriété sur des ménages qui soient sécurisés sur le long terme pour ne pas créer des copropriétés dégradées. Donc c'est dans cette logique-là qu'on amendera. Merci beaucoup. Je fais réagir tout de suite François Jolivet. Alors Pinel, pas Pinel, Pinel remplacement, c'est pas une bonne solution puisqu'on ne va pas piocher dans les bonnes poches. Qu'est-ce que vous en pensez et plus globalement sur le projet de loi de finances 2024? Alors, Pinel, sa fin est annoncée. Je pense que c'est une bonne chose. Pour autant, j'ai le sentiment que la notion de plafond de ressources et plafond de loyer pour des biens détenus par des particuliers doit demeurer et qu'il faut inventer quelque chose. Puisqu'on est dans la perspective du ZAN, ça veut donc zéro artificialisation nette des zéro sols. artificialisation nette, et ça signifie sans doute que tout patrimoine construit sur un territoire doit rendre service à ce territoire. Et le fait que des particuliers aient envie, on dit que c'est charnel de devenir propriétaire peut-être d'un deuxième appartement, une deuxième maison, se dire, ben voilà, vous concourez aussi à une mission d'intérêt général et à en voir les nouvelles dispositions. Mais vous me demandiez ce qu'il fallait faire court terme, moyen terme. Court terme, je pense déjà qu'il faut donner de la lisibilité aux membres des conseils d'administration des offices et des ESH sur l'injonction contradictoire de construire beaucoup et de réhabiliter tout, ainsi qu'à leurs dirigeants. Et je crois savoir que l'Union sociale pour l'habitat serait tombée d'accord avec les pouvoirs publics, j'en suis ravi. Et si on peut réinventer la pallulose, c'est une bonne chose. Il y a quelques dirigeants anciens sur ces bancs qui savent que ça a plutôt bien fonctionné lorsque ça existait. Entre parenthèses, nos palluloses servaient à réhabiliter le patrimoine et à changer les chauffages électriques en chauffage au gaz. Je referme la parenthèse et je vois l'injonction contradictoire. Oui. Bon, ben, mon copain Stéphane Peu va déposer un amendement sur le sujet. Donc, ça c'est première chose, donner de la lisibilité aux acteurs publics HLM. Deuxième chose, on a un vrai sujet pour les opérations de promotion qui ont dans leur périmètre la production de logement social et qui ne sortiront pas s'il n'y a pas d'acheteurs. Il faut sans doute inventer des choses. Peut-être pourrions-nous ne pas pratiquer des MTO, ça représente entre 5 et 8% suivant les territoires. Et de toute façon, si les opérations ne se font pas, les départements et les communes qui bénéficient de délégation du département n'auront rien. Peut-être que ça pourrait être un signe. Sans doute pourrions-nous nous demander, à 11 jours du paiement de la taxe foncière, je parle à mes anciens collègues dirigeants, je vous rappelle que c'est la 4e dépense du budget des organismes HLM et des ESH. Quand ça prend 60%, ça prend 60%. Quand ça prend que 7,1%, ça ne prend que 7,1%, formule d'actualisation. Et puis quand le maire a décidé d'en mettre 3, ça fait 10, ça fait un mois supplémentaire. Donc, ce sera facile pour un directeur général d'expliquer ce qu'il paye tous les ans à la même période. Peut-être pourrions-nous imaginer de neutraliser les valeurs locatives des organismes HLM sur une période courte. Ce sont des amendements que je vais porter dans ce sens-là. Par ailleurs, et mon collègue de la France Insoumise tout à l'heure disait fort bien que tout s'effondrait, Pinel compris. Moi, je sais que la crise que nous vivons aujourd'hui, la crise du financement de l'accession, quelle qu'en soit la raison, à la propriété ou pour un propriétaire bailleur, c'est la pire crise que l'on ait connue depuis la guerre du Golfe. Après la guerre du Golfe, les pouvoirs publics ont imaginé des systèmes en disant on va, tout ce qui est acheté dans un délai de 6 mois à compter du 1er janvier sera exonéré de frais de succession. Ça va dans le sens de la concentration du patrimoine, mais ça a sauvé les opérations. Après les Sunprimes, on a dit, avec les grands groupes HLM, vous allez acheter tous les invendus. On a même réinventé les PLI, qui étaient morts-nés. Okay.
Et on a dit aux organismes HLM, vous allez, quel que soit votre territoire, acheter du PLA à l'époque, du PLS et du PLI. Et on a sauvé les promoteurs, non pas parce qu'ils ont des gros cigares en caricature, des grosses voitures et des Rolex, mais parce que des territoires qui ont des promoteurs taille moyenne sont des acteurs importants du territoire pour les élus territoriaux et la conduite des politiques de l'habitat. François Jolivet, je vous coupe pour aller vite sur des mesures pour qu'on puisse avoir le temps d'écouter Boris Vallaud. Et donc je vais déposer ces amendements dans ce sens-là. On verra bien ce qu'il en adviendra. Mais par contre, il nous faut absolument avoir une vision territoriale de l'habitat et plus une vision nationale. Et ça, on trouvera sans doute ça dans une loi. Super, merci beaucoup. Boris Vallaud, un mot sur ce que vous aimeriez ajouter au projet de loi de finances 2024 ? Franchement, bien des choses. Oui, ça ne sera peut-être pas en un seul mot. On a évoqué la question de la TVA. Lionel Cos a dit qu'il y travaillait et qu'il semblait ouvert à cette question-là. Je ne sais pas s'il parle en son nom propre ou dans les fonctions qui sont les siennes dans ce secteur ou au titre de renaissance. Parce qu'il y a besoin quand même que la majorité, d'une manière ou d'une autre, fasse quand même l'aveu, ne serait-ce que pour réparer les choses, qu'ils se sont plantés. C'est pas grave, enfin si c'est grave, mais on peut, j'allais dire, travailler ensemble, et c'est l'avantage, j'allais dire, d'une majorité relative. C'est qu'en réalité, la négociation, je le dis aux offices, je le dis à Emma Cos qui est là, en fait, les majorités, elles sont à constituer d'abord à l'Assemblée nationale, dans une discussion avec les groupes parlementaires, plus qu'avec le gouvernement. Au fond, on légifère, et puis ils exécuteront si nous sommes parvenus à nous entendre. Ça veut dire quoi? Sur un certain nombre de mesures extrêmement précises. Vous le savez, Iñaki Etxaniz, mon collègue député du Béarn, était là hier. On a besoin de se battre contre cet accaparement par Airbnb d'un certain nombre de logements. Il y avait 30 000 annonces à Paris en 2013. Il y en a 750 000, plus que des offres en logement classique. Il y a besoin d'aligner la fiscalité. De réguler. Ça me paraît de réguler. C'est aussi là le retour de l'État. Parce que le logement n'est pas une marchandise comme les autres. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas que Pinel revienne. Toutes ces mesures fiscales, en réalité, ont été l'occasion de transformer le logement en bien spéculatif, en occasion de s'enrichir. Et ce sont des multipropriétaires qui cumulent tous ces avantages-là. Il faut augmenter la part subventionnée de la construction de logements sociaux, pour réorienter d'ailleurs vers les logements les plus sociaux, vers les petits logements également. Vous le savez mieux que moi, mais les ménages isolés, les personnes isolées, les mamans célibataires constituent l'essentiel de la demande de logements sociaux en primo location. Mais ça ne correspond pas du tout à la capacité que vous avez à offrir des logements adaptés. On a besoin de ça. On a besoin de dissocier le foncier du bâti, d'abord pour les bailleurs sociaux, d'élargir le PTZ, d'aider les maires bâtisseurs, de supprimer la réduction de logements sociaux. Il y a besoin d'un grand moment de réparation. Je le redis, ce gouvernement n'a pas de majorité. La majorité, c'est à l'Assemblée nationale de le faire. Il y a une centralité de l'Assemblée. Si nous sommes capables, ici, nous sommes 5 représentants des sensibilités différentes, de dire, écoutez, faisons le serment qu'on va quand même mettre le paquet pour sortir d'affaire le logement social et le logement en France. Que ça coûtera de l'argent, sans doute, mais que l'argent, on n'en manque pas, on peut aller le chercher dans les poches de ceux qu'on vient rarement solliciter, les multinationales, les grands patrimoines. Voilà, on a quelques propositions qu'on a déjà formulées, mais dont on espère un jour qu'elles soient entendues. Merci beaucoup à vous tous pour toutes ces propositions, ces constats et puis ces propositions. On suivra ça évidemment avec beaucoup d'attention sur les suites du projet de loi de finances 2024. Merci à vous tous.